Good morning, everyone. Bonjour, Excellences, Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette discussion dans les coulisses de la création d'un pôle d'investissement et d'influence de confiance. Alors, pourquoi le Maroc? Le Royaume ne se contente plus de demander pourquoi nous, mais invraisemblablement, il devient progressivement l'endroit où les acteurs mondiaux se demandent si ce n'est pas le Maroc, c'est où? Alors, pourquoi? Pendant longtemps, lorsqu'on parlait d'attractivité économique, ça ressemblait plus à une fiche technique, labor cost, hein, donc le coût du travail, la fiscalité, la proximité des marchés et aussi les zones industrielles. Ça a été question de zones industrielles avec le ministre de l'Industrie en conférence d'ouverture. Mais voilà, dans un monde où la chaîne logistique peut se bloquer en quelques heures, où un tweet peut débloquer et littéralement déplacer des milliards, où les équilibres géopolitiques mondiaux changent plus vite que les algorithmes des réseaux sociaux, eh bien la confiance est devenue une matière première stratégique, mesdames, messieurs. Et c'est précisément là que le Maroc intrigue, n'est-ce pas, si Abdelmalek Alaoui? C'est précisément là que le Maroc intrigue. Alors pourquoi? Je vais poser beaucoup de pourquoi, parce que d'abord je suis journaliste, je pose beaucoup de questions dans ma vie de tous les jours. Mais parce que c'est le thème surtout de cette session. Le Royaume n'a pas construit, mesdames, messieurs, son positionnement sur un effet de mode, une conjoncture favorable. Il l'a construit avec une trajectoire méthodique, avec une vision de long terme, bien évidemment. Pourquoi? Car finalement, le Maroc ne vend plus seulement un marché, il propose un cadre, une continuité, une capacité d'exécution dans un monde qui improvise plutôt pas mal. Et c'est ça peut-être le luxe économique en 2026. La prévisibilité. Pourquoi? Car quand beaucoup de pays vivent dans un Game of Thrones, des versions alliances mouvantes et crise permanente, le Maroc a préféré un scénario à la House of Cards, mais avec des infrastructures et des talents. Alors, comment on va passer de la question de pourquoi à la question de comment? Comment en est-on arrivé là? Comment consolider cette position dans un environnement international de plus en plus incertain et surtout concurrentiel? Nous avons avec nous des décideurs, des investisseurs, des experts qui participent justement à redessiner les nouvelles géographies de la croissance marocaine et plus largement en Afrique. Je vais commencer par son Excellence, Monsieur Patrice Trovoada. Je vais les présenter d'abord. Former Prime Minister of the Republic of Sao Tomé and Principe. Monsieur Obeid Amran, CEO d'Itmar Capital and Chairman of the African Sovereign Investors Forum and the International Forum of Sovereign Wealth Funds. Monsieur Emad Berkad, Directeur général de la Société marocaine d'ingénierie touristique. Monsieur Mohamed Hourani, fondateur, président directeur général de HPS. Monsieur Mohamed Ghazi, à ma gauche, CEO de SIB en Côte d'Ivoire, SIB, pardon. Dans la Tijari Wafa Bank, Dr. Robert Govers, Head of Research and Senior Partner at Anhalt & Co. He comes from Netherlands. Monsieur Abdelmalek Alaoui, CEO de Guépard Group. Madame Yasmine Aboudrar, Group Chief Strategy and Development Officer à Tijari Wafa Bank. Et Monsieur Emmanuel Dupuis, Chairman de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Au nom de l'Institut Amadeus, je vous remercie d'être avec nous et de partager avec nous vos perspectives respectives. Je vais commencer par Monsieur Trovoada. Votre pays connaît la valeur stratégique d'un État, petit en géographie certes, mais placé de manière, par la nature, dans un endroit fortement stratégique. Comment transformer la géographie en influence stratégique? Merci. J'aimerais d'abord saluer tous les présents et mes collègues panélistes. C'est vrai que je viens d'une petite île au milieu du golfe de Guinée et à moins de 2 heures de Sao Tomé, on a un rayon de à peu près 400 millions de consommateurs. Donc je pense que il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est notre géographie. Et à partir de notre géographie, il est important de définir
je dirais, la profondeur stratégique. C'est-à-dire que on cherche à développer nos pays, on cherche bien sûr de la croissance, mais il faut qu'on comprenne, comme disent les banquiers, qui est notre client, qu'est-ce qu'on a autour. Et à partir de ce moment-là, on définit la stratégie. Alors, on a Sao Tomé, mon pays, mais ces derniers temps, par exemple, on a un exemple malheureux qui explique effectivement que la géographie peut tout d'un coup compromettre toute une série d'options que vous faites. Je me réfère par exemple au hub très connu et qui a été souvent un exemple, qui sont les Émirats. Aujourd'hui, avec l'Iran, vous ne pouvez pas changer la géographie. Il est clair que l'Iran sera pour longtemps un élément perturbateur, mais vous voyez bien que le concept de hub des Émirats est remis en cause. D'un autre côté, vous avez le Maroc, Méditerranée, Atlantique, proche de l'Europe occidentale, mais qui dialogue aussi avec toute une série de blocs de pays. Par conséquent, je dirais que le point de départ de l'influence doit être la diplomatie. On ne peut pas changer la géographie, donc il faut qu'on ait une diplomatie. Et de ce côté-là, je crois que le Maroc est un bon exemple d'une diplomatie très active. Ensuite, évidemment, il faut regarder ce qu'on a autour, quels sont les marchés qu'on a autour. Mais je pense qu'il faut avoir une grande capacité d'adaptation. Bien souvent, on met comme premier point de départ l'infrastructure. L'infrastructure, oui. L'État proactif, oui. L'État qui fait en sorte que les projets puissent exister, oui. Et puis, il y a un moment où je pense qu'il est fondamental de s'adapter parce que nous sommes dans un processus. Donc, Sao Tomé, par exemple, la première idée que nous avions de hub était un hub de transit maritime. Bon. Mais être un point de transit implique aussi certains risques. Lorsque nous prenons le Maroc aujourd'hui, il est clair que c'est un hub logistique reconnu, bonnes infrastructures, mais comme je dis, c'est un process. Donc, d'abord, comprendre sa géographie, ses atouts, sa profondeur stratégique. Ensuite, investir lourdement dans les infrastructures. Et puis après, il y a quelque chose qui est très difficile à construire, mais qui est indispensable pour grandir, c'est finalement le capital humain. Bon. Et c'est là où souvent nous avons des points de tension, c'est-à-dire que l'infrastructure avance très vite et le capital humain n'arrive pas à suivre. Et à ce moment-là, effectivement, il y a des risques. Donc, et le capital humain, pas seulement pour le secteur privé. Le secteur privé n'est rien sans le secteur public. Et souvent, le secteur privé arrive à construire le capital humain, mais le secteur public ne suit pas. Donc, lenteur, je dirais, perte de confiance, et ce sont donc des risques qu'il faut pouvoir intégrer. Alors, je crois que l'influence arrive d'abord si on comprend bien sa géographie, si on a une bonne diplomatie, et ensuite, dans la vision, si on ne s'arrête pas dans les étapes. Il est clair que la compétitivité, il faut qu'elle soit permanente. Le coût du travail, la localisation, la politique fiscale, mais à un moment donné, je pense, moi, que on ne construit pas une vision si on ne construit pas sur la base d'un investissement dans le capital humain. C'est lui qui va donner l'expertise, c'est lui qui va donner l'innovation, c'est lui qui va donner les bons salaires et qui va appeler après à une certaine cohésion sociale. Voilà. Merci, Excellence, Monsieur Trovoada. Nous allons... Oui, effectivement, vous avez commencé par
l'élément fondamental pour tout développement, c'est l'humain. Le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a toujours mis l'humain au centre des politiques publiques. Et effectivement, ça fait partie aussi des arguments de coopération sud-sud du Royaume du Maroc avec le reste du continent. Fait intéressant, il n'y a pas que le capital humain, il y a le capital tout court aussi qui est important. Et là, ce qui m'amène aussi, vous avez parlé du financement ou de l'accompagnement public versus privé. Il y a ce financement, ce qu'on appelle ces fonds souverains. Monsieur Amalan, on va peut-être commencer aussi cette discussion sur la confiance du Maroc, la confiance que le Maroc a pu acquérir auprès des autres acteurs de ce secteur en particulier, des fonds souverains en Afrique, et comment encourager les fonds souverains africains, en se basant sur cette confiance construite à travers les années, pour attirer le capital mondial, ou comment, en gros, passer de receveurs de capitaux à architectes du capital africain, avec bien sûr nos propres règles de confiance, puisqu'il s'agit de confiance dans ce panel. Merci pour cette question. Je voudrais avant tout commencer par remercier l'Institut Amadeus qui nous donne cette opportunité aujourd'hui de pouvoir échanger sur un certain nombre de problématiques qui dessinent en tous les cas l'avenir du développement et de la croissance qu'on peut envisager donc ici au Maroc et sur des géographies encore plus élaborées. Est-ce que vous pouvez rapprocher légèrement le micro, je vous prie, Monsieur Amalan. Ok, donc je voudrais... Très bien, merci. Donc je commencerai par juste quelques éléments de rappel et de clarification. Le plus souvent, on a l'impression que les fonds souverains ressemblent plus aux fonds moyen-orientaux avec des excédents de capitaux qui proviennent de ressources naturelles. Il faut noter que depuis quelques années, une grande tendance a concerné ces organismes où on trouve de plus en plus des fonds souverains qui ont la forme de fonds stratégiques de développement. Et dans la mission, d'ailleurs, c'est des fonds qu'on peut retrouver autant chez des pays développés que des pays émergents ou en développement. Mais ce sont des outils que les États mettent en place afin d'apporter une dernière réponse à la problématique du financement de l'investissement. L'objectif étant de pouvoir mettre du levier en utilisant des finances publiques et de pouvoir mobiliser 2, 3 à 4 fois de financement privé. Et donc, cet élément, cette équation, met ces fonds dans une dynamique de pouvoir mettre en œuvre des solutions qui relèvent des approches qu'on peut observer chez le privé, et avec cette spécificité qu'ils sont à la convergence des intérêts et des priorités de leurs propres économies. Donc les fonds souverains africains, on en connaît parce qu'on a eu l'initiative ici au Maroc, et pour répondre à la question de pourquoi le Maroc est aussi ça. Le Maroc peut être porteur au niveau des organisations, des organismes, d'initiatives, de démarches qui peut apporter des solutions globales et qui peuvent permettre d'envisager des schémas qui ne pouvaient pas être considérés en dehors d'une certaine, en tous les cas, d'une certaine géographie ou surface. Et c'est à ce titre-là que le Maroc avait lancé depuis 2022 une initiative qu'on appelait l'African Sovereign Investor Forum, qui est une plateforme qui regroupe aujourd'hui une quinzaine de fonds souverains africains, avec justement l'idée de pouvoir répondre à l'équation de comment faire en sorte que les investissements internationaux puissent trouver un terrain d'atterrissage, des schémas adaptés au langage et au logiciel que généralement portent ces grands fonds,
les grands fonds d'investissement ou les grands fonds de retraite qu'on peut trouver dans un certain nombre de pays, à savoir une diversification sur la géographie, une profondeur du marché et surtout un pipeline de projets finançables et une forme en tous les cas, de diminution du risque qui peut être perçu par ces acteurs-là. Donc c'est à travers la mise en place de ces éléments-là que les fonds souverains africains peuvent préparer, au même titre que le reste des fonds souverains, les conditions pour des développements de projets pour lesquels une certaine forme d'incubation, de soutien institutionnel est nécessaire et pour lesquels le privé ne peut pas considérer, ou en tous les cas le privé serait intéressé de se faire accompagner par un institutionnel sur ces projets-là. Et donc ça devient possible lorsque ces fonds-là considèrent le temps long parce que leur principal client, en tous les cas, l'obligation qu'ils ont est une obligation à l'égard des futures générations et qui les différencie d'assurance ou d'autres formes de fonds d'investissement, en cela qu'ils peuvent prendre des risques un peu plus élevés, de considérer des termes qui ne sont pas forcément compatibles avec ceux qu'on peut observer chez la communauté des investisseurs, et donc à travers ça, contribuer à l'architecture financière de leur pays et à l'architecture financière globale du continent africain. Et donc c'est avec ce mindset, avec ces outils et avec l'ambition et l'empowerment qu'ils peuvent, en tous les cas, réussir à organiser, leur permet d'envisager, n'est-ce pas, des projets qui peuvent être structurants pour leur économie et pour leur région, d'envisager des projets qui ne peuvent être réalisés qu'à l'échelle de la région et pas forcément au niveau d'un pays considéré de façon unitaire. Donc voilà globalement, peut-être dans un premier temps, quelques éléments. Et en tous les cas, je reste bien entendu à la disposition pour poursuivre s'il y a des éclaircissements à apporter. Merci, Ubaid Amran. Je vais me tourner à présent vers Abdelmalek Alaoui, que je rappelle, qui est aussi, en plus d'être CEO du groupe Kepar, il est auteur de plusieurs ouvrages. Le dernier en date, futur best-seller, on peut le dire, Abdelmalek Alaoui, Le défi de la puissance. C'est le titre de votre dernier ouvrage, que on est déjà passé à la deuxième impression, alors que vous l'avez présenté il y a quoi? Il y a 2 semaines? 3 semaines. On peut applaudir quand même. C'est un livre marocain, écrit par un Marocain sur le Maroc. Alors, j'avais préparé une question, mais du coup, vu que je parle du défi de la puissance et de la confiance, est-ce qu'aujourd'hui, la confiance, c'est une question, je sais que tu me diras, c'est une question philosophique, mais est-ce que la confiance est aujourd'hui le vrai défi de la puissance? Merci, bonjour à tous. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui et merci aux organisateurs. Comme dans le monde du cinéma, on remercie toujours Claude Berry. Moi, je remercie Brahim Fassiferi pour tous les efforts qu'il accomplit pour réunir cette communauté de penseurs et de commentateurs. Alors, sur la question de la confiance, elle est évidemment consubstantielle de la projection de puissance, puisque le prérequis essentiel lorsqu'on est une puissance en construction, c'est déjà de penser qu'on peut devenir une puissance. Et pour ça, évidemment, la notion de confiance est absolument essentielle. Lorsqu'on envoie des entreprises marocaines se développer en Afrique subsaharienne dans des marchés dans lesquels les niveaux de risque sont encore mal appréhendés, être dans une position de confiance dans son cadre institutionnel, macroéconomique, la stabilité de son pays et la capacité de son pays à se projeter et à accompagner ses investissements est absolument essentiel. Et cette notion de confiance au Maroc, c'est une denrée qui est absolument essentielle pour comprendre le chemin de développement et notamment le chemin de développement contemporain.
Et lorsqu'on l'interroge en matière de branding pays ou de comment est-ce que le pays est en train de se projeter, il y a évidemment un certain nombre d'écueils et de pièges qu'il faut savoir éviter. Le premier piège, je dirais, c'est l'inverse de cette citation de la très grande poétesse américaine Madonna, qui disait « il n'y a pas de mauvaise publicité ». Or, lorsqu'on est en recherche de puissance, la mauvaise publicité peut être mortifère. Et donc la vigilance de tous les instants à la réputation du Maroc, mais au-delà de la réputation du Maroc, au fait que la vitesse de la narration ne soit pas supérieure à la vitesse de la transformation réelle, est l'enjeu, selon moi, qui est absolument essentiel. Et je constate souvent, de la part de nous, Marocains, que notre vitesse de narration, parce qu'on est une civilisation de l'oralité, elle dépasse parfois la vitesse des réalisations réelles. Et vous remarquerez, avec une analyse des discours du chef de l'État, Sa Majesté le Roi, la très grande vigilance qu'apporte le souverain à ce que la vitesse de la narration du Maroc ne vienne pas dépasser la vitesse de la transformation réelle. Lorsqu'il met en garde contre le Maroc à 2 vitesses, c'est aussi une réponse à un exercice qui, à mon sens, est le deuxième écueil que l'on doit éviter lorsqu'on se projette en tant que puissance et qu'on veut avoir de la confiance, c'est qu'il ne faut pas que nous, Marocains, fassions la confusion entre la fierté et l'autosatisfaction. Très souvent, nous tombons dans le piège de l'autosatisfaction. L'autosatisfaction, elle est statique, elle s'arrête à un moment, alors que la fierté, elle est en dynamique. Nous avons toutes les raisons d'être fiers du parcours accompli par notre pays sur quasiment tous les plans. Nous avons tous un certain nombre de réserves sur notre système éducatif, notre système de santé, les mécanismes de rattrapage territorial et de solidarité interterritoriale. Et donc je dirais que l'élément le plus important pour que la confiance, le carburant de la confiance, c'est la crédibilité. Et la construction de cette crédibilité, elle démarre par nous, Marocains. Et par ne pas être dans cette logique qui consiste à vouloir égrener des réalisations et égrener aussi des projections, au lieu de rester dans le domaine de la fierté et d'utiliser la preuve par l'exemple. Et je terminerai avec 2 éléments importants. Pourquoi est-ce que ce décalage entre la vitesse de narration et la vitesse de la transformation réelle est absolument essentiel? Parce qu'en réalité, nous n'avons plus besoin de pousser à la roue pour dire « regardez, on est formidable, on est extraordinaire ». Parce que la crédibilité s'installe beaucoup plus par les tiers signifiants. J'en garde 2 éléments qui sont des éléments qui ont procédé à une accélération importante des investissements directs étrangers au Maroc. Et ces 2 éléments qui ne sont pas entre nos mains. Le premier, c'est un article, une analyse fouillée de Bloomberg qui qualifie le Maroc de connecteur de la mondialisation à l'issue du Covid, et donc nous positionnant dans les chaînes de valeur. Ça a eu un effet considérable, parce que évidemment, quand vous êtes dans Bloomberg, premier média économique mondial en matière financière, eh bien, tous les juniors analystes qui travaillent dans des entreprises qui ont envie d'investir à l'international et dans des zones best cost, ben, elles se réfèrent à ça. Et vous voyez, ce n'est pas le Maroc qui l'a dit. C'est l'accumulation silencieuse des preuves qui a permis de cristalliser et qui nous a permis de garder une certaine crédibilité. Et le deuxième élément, je vous invite à le regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est cet excellent article de The Economist d'octobre 2025 qui dit « Morocco is the new industrial powerhouse of the region ». Et donc moi, dans ma vision des choses, je pense que, encore une fois, on ne doit pas confondre l'autosatisfecit avec la fierté, et on ne doit pas confondre la fierté légitime avec la timidité. Nous pouvons mettre en avant nos atouts, mettons-les en avant de manière crédible, sérieuse, avec des preuves de concept, mais également, et je pense que ça c'est le message le plus essentiel avec lequel je terminerai, reconnaissons les endroits sur lesquels nous devons encore progresser. Il n'y a pas de tabou à le dire. Il n'y a pas de tabou. La voie est ouverte par le chef de l'État, qui lui-même reconnaît un certain nombre de domaines dans lesquels on doit progresser. Nous-mêmes, Marocains, devons nous emparer de ce discours, non seulement pour pointer du doigt les domaines dans lesquels nous n'allons pas assez vite,
mais pour y apporter collectivement un certain nombre de réponses, parce que nous sommes encore insuffisants sur la production de pensée et la production de solutions dans ce domaine. Voilà l'essentiel de ce que je pouvais dire sur ce sujet. Merci Abdelmalek, excellente intervention. C'est bien de se projeter, mais c'est bien aussi cet exercice d'introspection qui est nécessaire avant de parler d'exposition ou de surexposition à l'international. Effectivement, des pièges à éviter sur la surexposition. Je vais être très court dans mes transitions parce qu'on est un peu rattrapé par le temps et je sais que les agendas respectifs sont très serrés. Donc, quand on parle d'exposition, le premier secteur qui nous vient à l'esprit, au-delà de la culture, au-delà de l'héritage, au-delà du patrimoine immatériel, c'est bien sûr le tourisme. Parce que chaque touriste qui vient visiter, il en a plus de 20 millions cette année, Inch'Allah, chaque touriste qui vient au Maroc et qui repart dans son pays, c'est un peu l'ambassadeur. Et c'est là où il n'y a pas de mauvaise publicité, ça peut faire aussi une mauvaise publicité. C'est Imad Bourqad, ma question, en tant que professionnel de très longue date dans le secteur touristique, et ingénieur du tourisme marocain. Comment, selon vous, on peut passer d'un tourisme qu'on considère comme un secteur qui apporte des devises à un secteur ou un actif d'influence au même titre et stratégique au même titre qu'une usine Safran ou qu'une banque Attijari, pour ne citer que Attijari parce qu'on l'a sur ce panel. Je vous en prie. Merci. En tout cas, je voudrais également joindre ma voix à celles qui m'ont précédé pour remercier Amadeus pour l'organisation de cet événement qui est prestigieux, c'est une vraie plateforme d'échange, mais qui permet aujourd'hui, qui est très importante aussi pour le tourisme. Je voudrais axer l'axe de mon intervention, non pas autour du tourisme qui est une industrie de voyage, parce que dans le tourisme, il y a deux industries. Il y a une industrie de l'investissement et une autre industrie qui est celle du voyage. Je ne vais pas aller vers cette industrie du voyage, elle est très importante. Je vais plus parler un peu de l'industrie de la construction du développement. Si Abdelmalek Alaoui m'a parlé de Madonna qui était là, beaucoup de stars viennent au Maroc, beaucoup de stars mettent en valeur ce qu'on a fait. Maintenant, pour le faire, il faut qu'on arrive à construire. Et c'est là où le tourisme est un vrai catalyseur du développement. Le tourisme ou le développement touristique, et en même temps, il se développe pour ses propres besoins, mais il attire vers lui et il entraîne avec lui énormément de secteurs. On l'a vu quand on est sorti de la Covid, on a vu que énormément de secteurs qui étaient à Marrakech, qui ont souffert. L'agriculture en a souffert, les blanchisseries en ont souffert, tout un écosystème qui était construit autour du tourisme qu'on ne voyait pas initialement. Et c'est qu'au moment où on a dit, nous ne pouvons aujourd'hui subventionner ou donner des incitations de reprise qu'aux opérateurs touristiques, qu'on s'est rendu compte que tout le monde était sorti, tout le monde vivait du tourisme. Donc, le tourisme est un vrai catalyseur du développement et comment l'investissement peut se faire. Transformer l'essai, avoir différents territoires avec un développement équilibré où la richesse est répartie. Le tourisme est aujourd'hui un des outils d'aménagement de territoire et de développement qui peuvent être très vite, très rapidement réalisés. Et c'est là où je reviens à ces résultats. Vous avez évoqué 20 millions de touristes. C'est important, c'est une évolution à 2 chiffres. Ça nous permet de nous positionner avec de grandes destinations. Mais là, ce qui est important, c'est comment cette croissance peut rester pérenne, comment on peut transformer l'essai très rapidement. Et c'est là où intervient l'investissement, parce qu'aujourd'hui, la stratégie d'investissement, on peut partir d'une stratégie où c'est l'infrastructure qui prime et on doit travailler sur l'infrastructure. Ce n'est pas la méthode qu'on a poursuivie depuis maintenant 3-4 ans à partir de la sortie de Covid. Bien entendu, le digital joue un rôle très important dans cette transformation, mais on a dit, si on veut aller vite, il faut que ce soit l'expérience qui prime. Et donc, on a construit toute notre business model, toute notre manière de travailler sur l'expérience. Deuxième sujet sur lequel on a dû construire notre expérience pour pouvoir arriver très vite à réaliser ces performances. Je rappelle, sortie de Covid, tout le monde était à terre. Le premier qui reprenait, c'était le premier qui devenait locomotive dans ce développement touristique, et c'est des parts de marché qu'il fallait aller chercher. Et donc, quels produits il fallait mettre en place? C'est des produits qui sont rapidement réalisables.
Et là aussi, on a fait appel à des jeunes parce que les produits auxquels on a commencé à penser, je vais le dire rapidement, le gaming du loisir par exemple, était un des axes de développement. Aujourd'hui se tient aussi une conférence et un événement sur le gaming. On voit beaucoup plus de jeunes et on a cru dans ces jeunes. On s'est dit, il y a aussi du chômage dans les jeunes, on va aller chercher cette pépinière d'investisseurs qui sont des petits investisseurs qui sont là aussi dans le digital, là aussi dans la gastronomie. On a été dans nos lignes de force qui nous permettent d'attirer très rapidement et donc un investissement où la transformation de l'essai se fait sur du court terme. Je voudrais juste rappeler que l'échéancier pour qu'on puisse avoir un investissement mature, entre le moment où on le pense et on le crée au Maroc, il était de 5 ans. Comment faire ça en 6 mois? C'était une vraie révolution, une vraie révolte, je puis dire. Et donc le Maroc s'est repositionné sur la manière d'investir. Ça ne veut pas dire que la production marocaine, il fallait qu'on la cherche que là, mais il fallait qu'on diversifie cette manière de faire. Et c'est là où on pouvait attirer davantage dans ces éléments. Vous avez parlé aussi de patrimoine. Le Maroc est très riche. Je ne vais pas dire pourquoi investir au Maroc ou pourquoi venir au Maroc. Je ne crois pas. Tous nous sommes des ambassadeurs. Tous nous sommes des experts pour dire que le Maroc est beau. Et donc, comment transformer cette beauté en une exécution rapide là aussi? On a été chercher des villages. Comment les transformer touristiquement et comment réaliser ces villages très rapidement en quelques mois. Et là aussi, c'était une volonté de pouvoir développer très vite ces destinations. Alors, ces destinations, bien sûr, qu'on n'a pas commencé de zéro. Énormément de destinations existaient, mais elles étaient quelque part en train de mourir, je veux dire. Une destination qui me tient beaucoup à cœur, par exemple, Ouarzazate. On avait Ouarzazate qui était deuxième destination du Maroc et est tombée à la 10e destination. Aujourd'hui, elle est en train de revivre. Et on a aujourd'hui refait tout un travail de revitalisation de l'investissement. Je parle encore du petit investissement qui permet, et c'est ce qui nous a permis de faire à peu près 8 milliards de dirhams en moyenne d'investissement sur ces 3 dernières années, qui permet de créer un vrai secteur qui catalyse le développement. Bien entendu, si on n'avait pas toute cette infrastructure qui a été construite par le passé, on ne pouvait pas le faire. Si on n'avait pas cet accompagnement de ce TGV qui venait raccourcir les délais entre les destinations, on ne peut pas le faire. Et donc c'est juste pour conclure et dire que le tourisme et l'investissement touristique est un vrai catalyseur de développement, est un vrai moteur de croissance. Et j'ai entendu mon ami Tiazi, le nouveau président de la CGM, parler de dire aujourd'hui l'énergie et les infrastructures, c'est là où il faut investir. Moi je dis le tourisme, c'est là où il faut investir. C'est le premier secteur où il faut investir rapidement parce que c'est celui qui va donner un rendement rapide, un ROI très rapide. J'invite toutes et tous, à investir dans le tourisme. On le fait de plus en plus. Et on est là pour vous accompagner. La SMIT et facilite ce travail avec la mise en place. Là aussi, on a complètement changé notre approche, le paradigme d'intervention. Notre paradigme d'intervention devient autour du chatbot et autour de l'intelligence artificielle. On est là pour vous appuyer, on est là pour vous accompagner. N'hésitez pas à venir nous voir et on vous aidera à voir votre projet le plus rapidement possible sur Terre. Voilà. Merci beaucoup, Ahmed Berkad. Je suis sûre qu'il doit y avoir quelqu'un de la CGM dans la salle et je pense que votre message sera certainement transmis au nouveau président général de la CGM. Je ne doute pas que vous lui transmettrez le message directement. Encore une fois, c'est important de faire du tourisme cette réelle industrie qui quand même fait travailler des millions de Marocaines et de Marocains et qui aujourd'hui positionne le Maroc comme aussi une destination de confiance et une destination, que ce soit pour les touristes ou pour les investissements touristiques. Alors, nous allons enchaîner. On a fait un peu une vision macro de la question principale. On va aller un peu dans le micro puisqu'on parle d'investissement et on va parler un peu des entreprises marocaines. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir avec nous le fondateur d'une licorne marocaine. À l'époque, on ne parlait pas encore de licorne à Sihorani.
quand vous avez fondé HPS, qui est aujourd'hui leader dans le secteur des services monétiques, à l'époque, on ne parlait pas encore de licorne. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une licorne. C'est une entreprise marocaine, mesdames, messieurs, qui est présente aujourd'hui dans une centaine de pays. Et c'est en soi un exploit phénoménal, une fierté aussi que évoquait Abdelmalek Alaoui tout à l'heure. C'est une véritable fierté, un porte-étendard marocain. Alors, Sihorani, très brièvement, selon votre riche expérience, les véritables ressorts qui permettent à une entreprise marocaine de gagner durablement la confiance des marchés internationaux, ce seraient lesquels? Pas tous, peut-être, mais les plus importants. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashrafil mursalin. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de participer à cette conférence et je tiens absolument à en remercier les organisateurs pour leur invitation. Effectivement, dans un monde VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu, la confiance devient un élément majeur. On ne peut rien faire si on n'a pas la confiance. Et je voudrais vous en parler à travers notre expérience, pour illustrer un petit peu l'importance de la confiance et le rôle que joue la confiance dans les relations internationales, mais également au niveau de toutes les relations. Pour mieux comprendre un petit peu mes propos, je voudrais très brièvement présenter ce que nous faisons. Donc nous sommes un provider de technologie de paiement digital, plus précisément. Donc nous avons développé des logiciels que nous vendons à nos clients et qu'ils utilisent pour gérer leur système de paiement de A à Z. Aujourd'hui, c'est un des logiciels les plus complets dans le monde. Il a été classé par un grand cabinet international américain l'année dernière comme étant le premier dans le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut dire qu'on a le meilleur produit dans le monde. Et ça a été développé par des Marocains, mais pas uniquement par des Marocains, également par nos collaborateurs étrangers. Et je reviendrai là-dessus. Alors, pourquoi la confiance est importante dans ce domaine? Quand nous vendons notre logiciel à une banque, par exemple, et surtout aujourd'hui, nous comptons plus de 500 banques dans plus de 100 pays, dans les 5 continents. Et nous en avons parmi les 500 banques que nous avons, 13 d'entre elles font partie du top 100 mondial. Donc ce n'est pas des petites banques. Alors pour ces grandes banques, par exemple, un projet d'implémentation de notre logiciel il peut durer entre 2 à 5 ans. Donc ils ne peuvent pas le changer tous les ans. Donc la confiance est importante. S'ils travaillent avec nous, c'est qu'ils nous font confiance de notre capacité de livrer, confiance de notre capacité de réaliser ce que nous promettons en termes de technologie et autres, confiance dans la durée, en termes de résilience et de pérennité, parce qu'aujourd'hui, nous avons des clients qui ont des contrats avec nous depuis 30 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait en 1 an, 2 ans, 3 ans. Et donc, la confiance est primordiale. Et dans notre domaine, la confiance ne peut pas se vendre par du marketing. Il faut que ce soit concrète. Donc, ça se construit dans le temps. D'abord, une vision claire à partager avec ses clients. Comme ça, ils savent où on va. Mais également une stabilité en termes de gouvernance, etc. Et je tiens absolument à dire aussi, à cette occasion, qu'au début, notamment, c'est de moins en moins vrai, presque plus vrai maintenant, souvent, on bloquait au niveau de la décision finale pour avoir un contrat, on nous parlait du risque pays. Le Maroc étant un pays risqué. Mais tout de suite après, quand on leur explique, on leur donne les éléments, des extraits de rapports internationaux, ils sont tout de suite convaincus que le Maroc est un des pays les plus stables dans le monde. Et donc, nous avons su construire cette confiance, je disais, d'abord par nos capacités à nous de livrer, mais également grâce à notre pays qui aujourd'hui nous permet beaucoup de choses. Et notamment, je voudrais parler des ressources humaines. Alhamdoulilah, nous trouvons les ressources humaines dans notre pays. Et quand nous en manquons, ça nous arrive pour certaines spécialités, on va les chercher là où ils se trouvent. Et il faut savoir aussi que notre pays aussi a cette confiance de nos collaborateurs qui laissent tomber, je dirais, leur milieu d'origine et qui viennent au Maroc.
le Maroc est attractif. Casablanca est une ville attractive. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'on peut mettre dans la confiance. Et donc, pour résumer, moi je dirais que le Maroc aujourd'hui est beaucoup plus qu'une plateforme d'investissement. Le Maroc aujourd'hui est une plateforme qui permet de créer une entreprise qui peut devenir demain une entreprise de rang mondial, comme on vient de le voir à travers l'exemple de HPS. Merci. Merci beaucoup, Sehourani. Et nous souhaitons encore plus de succès, Inch'Allah, à cette véritable pépite marocaine qui, encore une fois, je le dis, j'insiste, fait la fierté de notre tissu économique national. Alors, oui, la confiance est importante, la confiance se construit, vous l'avez dit à très juste titre, Sehourani. Et la confiance aussi, elle dépend de la perception du pays dans un pays tierce. Je m'explique. C'est-à-dire que quand le Maroc, à travers notamment ses fleurons, pour ne parler que du secteur bancaire qui est représenté avec nous ce matin, quand il s'installe dans un pays d'Afrique subsaharienne, eh bien là, c'est aussi une question de construction, de construire cette confiance, de construire, de bâtir cette image. Et aussi, c'est une question aussi de perception du Maroc en tant qu'opérateur économique qui participe de facto au développement des pays où se trouvent ces banques-là. Je me tourne vers Mohamed El Ghazi. Comment elle s'est construite, cette confiance en secteur bancaire, en l'occurrence en Afrique subsaharienne, d'autant plus que vous avez été là lors du lancement de la première filiale marocaine, d'une banque marocaine en tout cas, d'Atijari, au Sénégal. Merci Madame Ihsan. Tout d'abord, je suis ravi et heureux d'être ici aujourd'hui. Je remercie l'Institut Ahmadiyya et à leur tête, c'est Brahim Fassi Fihri pour cette opportunité, pour le travail de qualité abattu à la tête de ce think tank. Avant de répondre directement à votre question, peut-être une petite histoire à raconter qui a une vingtaine d'années d'âge. En 2005, je suis parti avec une feuille blanche au Sénégal pour créer la première filiale du groupe Tijari Wafa Bank au Sénégal. Création d'un greenfield, partait pour comprendre un peu le marché. C'était la première sortie à l'international du groupe à l'époque. Et on nous regardait différemment, diversement. Je viens de demander une licence bancaire pour exercer la fonction de banque. Oui, le Tijari Wafa Bank, on connaît un peu, c'était une année après la fusion entre BCM et Wafa Bank, pour que ceux qui s'en rappellent encore. Eh bien, écoutez, c'était en 2005. La première filiale à Tijari Wafa Bank Sénégal a été ouverte en 2006. 2 ans après, pas 10 ans, 2 seulement, en 2008, et à la faveur de 2 opérations de croissance externe, Tijari Wafa Bank Sénégal était déjà leader du marché sénégalais. Et je pense que c'est là tout le sens de ce qu'on est en train de dire depuis ce matin. La confiance, c'est la confiance par la preuve, la confiance par la démonstration. Je peux vous dire que ceux qui pariaient sur une aventure qui allait tourner court ont tout de suite changé de regard. La crédibilité et la respectabilité ont été forcées. C'était le début. Et aujourd'hui, le groupe Tijari Wafa Bank, il est présent dans plus de 14 pays en Afrique du Nord, de l'Ouest et l'Afrique centrale. Le reste de l'expérience, vous la connaissez. On suivait d'autres groupes bancaires, le groupe BMCE, BOA aujourd'hui, le groupe Banque Populaire. Voilà comment on construit un capital confiance. On le construit, comme il a dit tout à l'heure, à juste titre, c'est Abdelmalek Alaoui, pas en racontant un récit, mais en posant des actes et en ayant de l'impact. Je ne vais pas parler de ce capital confiance du Maroc sur tous les sujets et les registres dans des voix plus autorisées. On en a largement parlé ce matin dans la plénière et les éminents intervenants qui m'ont précédé, chacun de son côté, a parlé de sujets de confiance, de sujets de crédibilité, de sujets de vision et de cohérence dans la vision.
et c'est comme ça que j'essaierai de répondre à votre question, sur l'angle de l'expérience personnelle et professionnelle de l'endroit où j'exerce depuis une vingtaine d'années en Afrique de l'Ouest. J'ai été directeur général successivement au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que, vu de ces pays-là, le Maroc est un partenaire sérieux, crédible, et un partenaire où tout le monde sait qu'il ne vient pas pour faire, comme on dit dans notre jargon de façon assez triviale, faire un coup, chercher une opportunité, mais il vient pour nouer des partenariats, pour s'installer, pour accompagner les économies de ce pays. Et donc, depuis toutes ces années-là, les banques du groupe, et je dirais même du pays, aujourd'hui accompagnent et financent ces économies. Les relations entre le Maroc et l'Afrique de l'Ouest ne sont pas récentes. Comme vous le savez, c'est des relations anciennes qui remontent à plusieurs siècles. Et le Maroc a su capitaliser sur confiance, sur ses relations. Ce matin, le ministre Nzoul l'a dit, le Maroc et les empires marocains sont développés parce qu'on était sur la trajectoire des caravanes qui faisaient du commerce entre le nord de l'Afrique, le Maroc et l'Afrique au sud du Sahara. Et je pense que ce pédigré continue à nous accompagner. Il prend plusieurs formes, il se consolide avec le temps. Et je conclus en disant que sur ce registre-là, le Maroc, il a fait du capital confiance une infrastructure stratégique, une de plus. Et je conclus là en disant que l'histoire nous a donné raison. L'histoire a validé la vision, la stratégie et la cohérence d'ensemble. Et j'en veux pour preuve le domaine qui est le mien, le domaine bancaire. Aujourd'hui, tout le monde voit quels sont les groupes bancaires qui investissent en Afrique, qui consolident leur position et qui sont les groupes qui se retirent de l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais à présent interpeller Emmanuel Dupuis, qui doit modérer une session dans une dizaine de minutes, m'a-t-on rappelé. Donc on va repartir un peu dans le monde de la diplomatie. On a commencé, son Excellence M. Trovaoda, à parler de la diplomatie marocaine. J'aimerais bien, Emmanuel, qu'on revienne avec vous sur ce rôle, cet impact, parce qu'il s'agit d'impact, pas simplement de confiance, mais l'impact aussi de la confiance dont jouit le Maroc auprès de ses partenaires pour aider à redessiner certains équilibres régionaux à ce jour. Merci Khadija pour la réponse. Alors, la meilleure façon de répondre... La question, hein, la réponse c'est pour toi. Hein. La réponse c'est la mienne, et évidemment je l'assume. La meilleure façon d'appréhender la question serait peut-être de s'appuyer sur le temps long, en rappelant ce que disait un géographe, Élisée Reclus, à la fin du XIXe siècle, en disant que les puissances sont celles qui ont une historicité et une géographicité, en faisant le jonction entre le temps long et l'espace large. Et je crois que le Maroc est un exemple de cela. On pourrait aussi rappeler une donnée, ou en tout cas une réalité, il y a encore quelques jours, à Nairobi, puisque le président de la République, Emmanuel Macron, a parlé d'une révolution incroyable en mettant en avant ce que le Maroc avait réalisé en très peu de temps, parlant évidemment du capital humain. Je rappelle qu'il y a 45 000 étudiants marocains en France et que nous nous honorons dans nos meilleures écoles que les majeurs de ces meilleures écoles soient des étudiants marocains pour justement faire échelle et bâtir cette coopération mutuellement bénéfique. Alors je crois que la question est très bien posée et je vais essayer d'augmenter un petit peu plus sa profondeur. Je crois que le Maroc a réussi en peu de temps ce qu'une puissance émergente ou intermédiaire, une middle power, ce que un centre de recherche américain, le centre Stimson, rappelé il y a quelques jours, a réussi à faire, je cite, en disant que le Maroc est une puissance intermédiaire émergente qui façonne de plus en plus les dynamiques économiques, industrielles et géopolitiques, non seulement dans son espace proche, mais dans son espace transcontinental, dans une dimension européenne, africaine et moyen-orientale, asiatique. Et je crois que
les 3 piliers de la diplomatie marocaine sont là. Un positionnement géographique dont elle a su tirer le meilleur, l'atlanticité, l'occidentalité et la septentrionalité africaine, une logique méditerranéenne et africaine, une logique de verticalité qui fait que le développement du Maroc est un modèle pour l'Afrique, mais aussi un partenaire pour les partenaires exogènes que sont l'Union européenne, du moins depuis l'accord d'association de 1996 et mis en place en 2000, une stabilité politique, une longévité politique, une lignée idrisside depuis 788 qui, en Afrique, est un exemple aussi qui peut incarner, impacter là où un certain nombre de pays ont des histoires un peu plus mouvementées, pour ne pas dire perturbées par des actions menées par des militaires ou autres dans l'espace proche qu'est celui du Sahel, par exemple. Et bien sûr, un engagement, on n'oublie jamais assez, la perception d'un pays est aussi liée à celui qui l'incarne, à cette notion d'un leadership. Il peut y avoir des leaderships progressistes ou des leaderships régressistes, et il se trouve que le positionnement du roi du Maroc, Mohamed VI, depuis 1999, c'est une cinquantaine de déplacements sur le continent africain, et donc c'est une logique d'attractivité, ou on pourrait même dire d'incarnation et d'impact. Alors, très très rapidement, pour compléter mon propos et l'approfondir ou l'enrichir, 5 points qui me semblent définir ce qu'est la politique étrangère du Maroc, en rappelant ce que le roi avait appelé de ses voeux à l'occasion du 49e discours anniversaire de la Marche verte, en appelant une diplomatie agile, pérenne, proactive, intégrée, c'est-à-dire que les acteurs publics et les acteurs privés doivent aller dans le même sens, appelons ça un partenariat public-privé dans le secteur économique, mais aussi dans le domaine des idées. Bref, mettre en avant ce que le Maroc sait faire de mieux, être patient. Et donc le Maroc a, par sa patience stratégique, je l'ai rappelé, 788 âge au jour, 70 ans d'indépendance, 50 ans d'un débat qui ne se pose plus, puisqu'il y a un avant et un après, 31 octobre 2025 avec la résolution 2797, prendre le temps de convaincre du bien fondé de ses positions. Deuxième élément, le temps long ne saurait faire oublier l'espace large et que le Maroc a une responsabilité en tant que puissance côtière d'aider les pays qui n'ont pas accès aux chaînes de valeur de pouvoir être désenclavés. Et je crois que le Maroc le fait très bien à travers le projet de Dakhla 2028, à travers l'initiative atlantique appelée de ses voeux par le roi en novembre 2023. Je crois qu'effectivement, le Maroc a donc une responsabilité d'aider le continent africain à s'intégrer davantage, non seulement parce qu'elle a rejoint la ZLECAf en 2019, mais parce que la ZLECAf existe et qu'il faut évidemment en tenir compte. Troisième point, une diplomatie à 360 degrés, en paraphant un peu ce qu'avait dit un ancien ministre des Affaires étrangères turc, devenu Premier ministre entre-temps, avoir une diplomatie zéro problème avec tous ses voisins. Il se trouve que malheureusement, il y en a un qui, pour l'instant, pose encore une problématique qui n'est pour l'instant pas dépassable, mais je crois que c'est important d'avoir cette notion de l'exemplarité et de la vertu en diplomatie. Quatrième point, et j'en aurai que 5, je vous rassure, le Maroc s'inscrit aussi dans une modernité holistique et une modernité plus large, celui de l'interconnexion. Le monde aujourd'hui est fait d'interconnexion, d'espaces de liberté ou de libre circulation des biens et des marchandises. Le gazoduc, dans la perspective 2030-2036, en est un exemple, mais également toutes les interconnexions ferroviaires, les interconnexions routières, les interconnexions du futur, celles qui vont, avec l'hydrogène verte, apporter 10% de l'énergie et donc du mix énergétique que le Maroc ambitionne d'avoir à l'horizon 2035-2036. Dernier point, un nouvel panafricanisme, ou plutôt un retour à ce qu'était l'esprit du groupe de Casablanca en 1961, où l'idée était simple, un peu comme celle de l'Union européenne, de la communauté économique européenne, de la communauté européenne du charbon et de l'acier, commencer par l'économie pour essayer d'agglomérer et de fédérer un certain nombre de secteurs d'activité, le portuaire, le tourisme, on l'a évoqué, le secteur bancaire, pour ensuite créer
une cohésion diplomatique, faire en sorte, comme le roi l'avait dit, de revenir dans une maison qui n'aurait jamais dû être séparée, en tout cas depuis 1984. Et puis, dernier point, faire en sorte que le Maroc, et ce sera ma phrase conclusive, s'inscrive dans les grandes thématiques internationales. Aujourd'hui, on l'a vu à Nairobi, il y a le besoin pour les grandes puissances d'avoir des partenaires pour avancer. L'innovation dans le financement des économies africaines, le sommet de Paris, la mobilisation face au dérèglement climatique, le One Forest Summit de Libreville en 2023, les COP, dans lesquels les pays du Sud, Nasser Bourita a raison de rappeler que l'axe primordial, pour ne pas dire la sacralité de la diplomatie étrangère ou de l'action extérieure du Maroc, c'est la coopération Sud-Sud. Bref, essayer de comprendre, pour nous, pays du Nord, l'apport que le Maroc peut nous permettre de bénéficier. Alors, j'en vois évidemment un sur lequel nous avons une responsabilité, c'est celui de la meilleure représentativité du Maroc ou de l'Afrique sur la scène internationale. La déclaration des Zulwini, pour ceux qui s'en souviennent, à Sirte en 2005, les Africains se sont engagés, je cite, à être pleinement représentés dans toutes les instances de décision à l'ONU, mais pas seulement, avec tous les éléments liés à cela, et notamment le droit de veto. Dernier point, je crois que ça a été rappelé à Nairobi, la France a largement été agréablement surpris, mais elle ne pouvait pas en être autrement, sur la très forte mobilisation du Maroc, sur une résolution en particulier, qui est une résolution que nous exhumons un peu, parce qu'on ne l'a pas beaucoup développée, c'est la résolution 2719, c'est le financement des opérations de maintien de la paix, et de ce point de vue, le Maroc a dit sa contribution pour mobiliser les énergies africaines. Je rappelle que les opérations de maintien de la paix sont majoritairement en Afrique, et pourtant l'Afrique n'y contribue qu'à raison de 0,2%. Bref, une puissance moyenne, d'équilibre, qui est mutuellement bénéfique, sière, pour des grandes puissances, qui, je le rappelle, ont commencé pour être des puissances moyennes, pour ensuite devenir des puissances plus importantes, et c'est peut-être là l'objectif et l'avenir de la diplomatie du Maroc. Exact. Merci beaucoup, Emmanuel Dupuy. On peut l'applaudir. Parce qu'il va devoir maintenant mettre la casquette qui est mienne maintenant. Il va se transformer en modérateur. Et c'est juste un peu pour amender dans ce que tu disais. Oui, je te libère, cher Emmanuel, et bonne session à toi. Oui, pour amender un peu dans ce sens, et effectivement, cette diplomatie, vous avez évoqué, enfin Emmanuel Dupuy a parlé de ces opérations de maintien de la paix, et quand bien même la contribution africaine est minime, mais il faut quand même rappeler que le Maroc reste le plus grand contributeur dans ces fonds de maintien de la paix de l'ONU, et aussi donne de sa chair, de la chair de sa population, ces soldats marocains qui, pour certains, ont perdu la vie dans ces opérations de maintien de la paix un peu partout en Afrique. Donc en effet, c'est une diplomatie à plusieurs facettes, et celle-ci de maintien de la paix en fait partie, et même partie intégrante. On va revenir dans l'économie, revenir dans le micro, revenir dans le monde de la finance, dans ce monde froid des chiffres. Yasmine Boudrer, comment la confiance se traduit dans la finance? Merci. Je ne sais pas si la finance est froide, mais je vais essayer de revenir un peu sur ce qui a été dit. Effectivement, en fait, dans un monde extrêmement incertain, je pense que Siharani en parlait, la confiance est devenue vraiment une vraie classe d'actifs. Et ce n'est pas juste de la microéconomie, c'est aussi de la macroéconomie, évidemment. Et aujourd'hui, je pense que l'émission Eurobond d'hier me permet vraiment d'illustrer mon propos. Alors, je sais que ça semble un peu barbare, mais je vais essayer de vraiment simplifier. En fait, cette confiance, elle se traduit vraiment en monnaie sonnante et trébuchante à travers 4 critères majeurs. Le prix auquel un État se finance, la maturité, c'est-à-dire la durée sur laquelle les investisseurs s'engagent, la profondeur du marché et de la demande, et aussi la stabilité des devises, d'accord, des réserves en devises qui sont fondamentales pour accompagner le développement. Et donc, quand on regarde l'émission Eurobond qui n'a eu lieu qu'hier,
Aujourd'hui, le Maroc a quand même réussi à lever 2,25 milliards d'euros à des conditions de pricing tout à fait intéressantes. Alors, je ne vais pas vous embarrasser de chiffres froids, comme disait Yassine, mais aujourd'hui, cette émission, elle a eu lieu sur 2 maturités, de 8 ans et 12 ans. Donc, ce sont des maturités longues qui permettent au Maroc de se projeter sur des chantiers long terme, à des pricing qui sont plus bas que ceux de l'année dernière. Donc aujourd'hui, on est sur plus de 200 points de base sur les 12 ans, contre 215 points de base sur 10 ans l'année dernière, dans un monde beaucoup plus incertain que l'année dernière. Donc ça veut dire que vraiment, il y a une vraie confiance des investisseurs internationaux vis-à-vis du Maroc et qu'ils achètent du papier marocain, du risque souverain marocain, à des conditions extrêmement intéressante. Donc ça, c'est en termes de pricing et de maturité. Ensuite, sur la profondeur de la demande, aujourd'hui, l'émission a été couverte plus de 2 fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu 2 fois plus de demandes par rapport aux besoins d'investissement. Et donc, ça permet non seulement une certaine sélectivité, ça permet des conditions très compétitives pour se financer, et ça donne vraiment un crédit au papier Maroc et une vraie, disons, crédibilité à cette investment grade qu'on a récupéré l'année dernière chez Standard & Poor's. Et le troisième point, c'est la stabilité des réserves en devises. Je pense qu'un des contributeurs, c'est évidemment le tourisme. Il y a les IDE également, il y a l'accès aux marchés internationaux, il y a les exportations. Mais il y a un thème que je voulais aussi couvrir qui, pour moi, montre vraiment cette confiance vis-à-vis du Maroc, c'est les Marocains du monde. Et les Marocains du monde, aujourd'hui, c'est 4 fois les IDE. C'est 30% du déficit commercial. Donc, et c'est surtout une source qui est extrêmement stable à travers le temps et qui contribue en plus à de la solidarité sociale directement aux personnes qui en ont besoin, aux territoires qui en ont besoin. Et je pense que vis-à-vis des investisseurs internationaux, c'est aussi extrêmement intéressant parce que c'est un amortisseur de choc. Parce que les IDE peuvent changer en fonction des conditions macroéconomiques, des conditions géopolitiques, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc aujourd'hui, le Maroc est dans une situation où, alhamdoulilah, on arrive à se financer suffisamment sur des durées assez longues et à des pricing compétitifs. Je pense que ça réagit positivement sur le continent également, puisque les institutions financières, dont celle dont je fais partie, donc Tijari Wafa Bank, il y a aussi Bank of Africa et Banque Chabi, qui sont très fortement présents dans les pays du continent, on peut servir de traducteur aussi du risque africain et permettre en fait une mobilisation des investissements aussi internationaux sur les différents risques locaux. Donc ça, c'est extrêmement important. Et je pense, pour en finir, donc on est dans une situation qui est positive, et bon, c'est Abilmel qui est parti, mais pour ne pas rester dans l'autosatisfaction, c'est une confiance qui se construit au quotidien, qui s'améliore aussi au quotidien, qui est mise à risque au quotidien. Donc vraiment, c'est un effort permanent. Et je pense que ce qui est très important quand on a cette capacité à se financer, c'est aussi de diriger ces financements, continuer à les diriger vers ce qui est le plus productif possible. Alors évidemment en termes de croissance financière, mais aussi en termes d'emploi qualifié, en termes d'inclusion des femmes, des jeunes, des populations vulnérables, aussi des TPME. On a parlé beaucoup des grandes entreprises, mais il y a aussi tout le capital privé marocain de petite et moyenne taille qui doit être mobilisé. Et je pense que c'est vraiment le défi qu'on doit continuer à construire sur les prochaines années. Merci Yasmine Aboudrab. Alors, on a parlé de beaucoup de facettes. Je vais me tourner maintenant, last but by no means least, to you, Robert. So building up on what we've heard so far, and I know the question may sound philosophical and would require like maybe 80 minutes to answer, but I trust your talent of communicator to just give us the toolkit of what builds the reputation of a great nation, of a country as Morocco today.
Thank you very much, Khadija. Thank you for the Amadeus Institute for hosting me and to my fantastic panel here. I've heard some very wise words already, and I apologize for having to speak to you in English. My excuse is I'm a Dutchman. I grew up in the Netherlands, so I made the youthful mistake of choosing German as my second foreign language, and I can't do more than 3, so I apologize. You don't have to apologize, but next year we're going to do it in Darija, and you got to work your Darija for next year, Robert, okay? Okay. Cool. So I would like to address a little bit broader concept than trust. I talk about reputation. I'm a senior partner at Anholt & Co. Simon Anholt is the founding father of the field of what is called nation branding. We run what is called the Anholt Nation Brands Index, which is a measurement of reputations of countries. We interview 40,000 people in 20 countries, and we ask them about their opinion about other countries. Now, there was a famous Dutch diplomat in the early 20th century who said that reputation comes on foot but leaves on horse. So talking about what can build a reputation of a country, it's very easy to damage your reputation as a country. For instance, start a pandemic. China has felt that. Their reputation dropped. It went back up, so they're okay now. But more longer-term damage can be done by starting trade wars or starting kinetic wars. And we've seen it last year, 2025, in our measurements for the United States, for Russia, for Israel, their reputations really, really being damaged among general audiences. So we interview not necessarily investors, but general audiences, nationally representative samples of respondents in 20 countries, like I said. Now, what can build reputation, and I've heard several people say this already, you can't advertise your way to a better reputation. It's not about bragging about your accomplishments, because people won't be listening. It's about, and again, some of my colleagues speaking here already said this, it's about showing the world what you do and how you contribute to a better world and a better planet. Now, we've done the Nation Brands Index for 20 years, and the most successful country over those 20 years has been South Korea. They have very slowly, but very consistently improved their reputation over those 20 years. And I have the data, I won't show you them here, we don't have time. But they have been the most successful country in terms of improving their reputation. They went up 10 positions in the Nation Brands Index, and they overtook all the Visegrad countries, so they overtook Poland, Hungary, Czechia, Slovakia, but also Argentina, Mexico. And how did they do it? Through what they call the Korean wave, or Hallyu, so K-pop, K-culture, cinema, drama, Netflix series, cuisine, exporting their cuisine, and making use of their diaspora. And again, I've heard several people say that your diaspora in Morocco is maybe your most important asset. I've just heard that 45,000 Moroccan students are studying in France. And of course, your diaspora is everywhere. Now, we also have some data, and then I'll finish with some insights about how Morocco performs in the Nation Brands Index. It actually ranks higher than the UAE. I've heard people talk about the United Arab Emirates. Morocco actually is ranked above the UAE, I think 5 places. It's above Indonesia, it's above South Africa, it's above Chile, it's above Romania. So it does very, very well. And actually, Morocco is ranked higher among BRICS audiences than they are in G7, among G7 audiences. Again, obviously looking at development globally, that's a huge opportunity. It's younger people also that rank Morocco higher than older people. So all of these are really constructive insights. The Saudis, the South Africans, the French are your biggest fans. The Swedes, any Swedes in the room? Not so much. I don't know why. So all of this looks quite bright, and obviously Morocco is doing the right things. So it's about really what you do and how you contribute to humanity and the planet, as opposed to, as others were saying, bragging about your accomplishments or trying to advertise your way. Which is good news, because advertising is very expensive. And there's lots of good things already happening, so you just have to make people aware of them. Thank you. Yeah, exactly. Thank you, Robert.
A lot of things, and others are coming, and we're playing the World Cup in a few weeks. And we wish great success, inshallah, to our Lions. Again, thank you, Robert, and I extend my thanks to all the panelists today. It was a very insightful discussion. Unfortunately, we can't push the discussion further because of time issues. That's really frustrating, but I think we have some major takeaways from this beautiful discussion, 360 discussion about what makes Morocco and Moroccans, we didn't talk about Moroccans, trustful. Thank you again. Thank you. We can applaud them. Thank you. Group photo, please.